Donc on était d'accord sur un modèle, parmi les modèles. Il y en avait qui étaient monstrueux, etc. Des fantaisies d'architectes. Mais donc on a été là. Alors, on dit à Chirac, le modèle qu'on avait choisi pour vous, c'est... Ah oui, il dit, je peux rien faire. Je peux rien, je peux pas annuler le vote des spécialistes, je peux pas... faut y aller. Il faut y aller. Mais déjà, M. Mitterrand avait fait la connerie. L'opéra de la Bastille, il s'était trompé. Il s'était trompé d'enveloppe. Le type qui a fait la Bastille n'avait pas été choisi. Et Mitterrand, ayant choisi le type qui a fait cette horreur, qui est bonne du point de vue acoustique, mais qui est laide, il a été, quand le président de la République proclame le résultat, il est lié par le résultat, il ne peut pas revenir en arrière. Donc avec Chirac, c'était pareil, on était embarqués pour Nouvelle. Alors après, bon, quand je vois le petit garçon ou le petit jeune homme qui arrive, donc je ne suis pas très content. Puis après on me dit, faut pas rencontrer Nouvelle Saint-Génie, c'est pas... Même alors arrive Stéphane Martin comme président au-dessus des deux directeurs, puisque maintenant on va lancer l'affaire. Alors président, Stéphane Martin, c'est là qu'il va avoir le clash avec Godelier pendant... Il était à l'époque, après avoir été directeur de cabinet de Toubon, le ministre, il avait été nommé à je ne sais pas comment ça s'appelle, le musée de la musique, un truc comme ça. Puis après, comme la gauche arrivée au pouvoir, il était envoyé à Monaco pour faire le patrimoine de Monaco. Bref, il fallait un os, et là, hop, il revient. Il revient nommé par Chirac, là. Mais Chirac était d'accord pour ma nomination. Hein, c'est pas... J'avais discuté avec lui. Bon, je sais pas. Donc commencent les trucs, on avance, et de plus en plus, entre Stéphane Martin et moi, ça ne va pas. Lui, il pousse pour le galliériste, la beauté, musée d'art, quoi. Moi, je fais art et société, art et société. Vous ne pouvez pas faire disparaître les sociétés qui apparaissent à travers leurs objets, que c'est pas possible. Donc les choses vont très mal pendant des mois. Finalement, même mon bureau est fermé à clé. Quand j'arrive à mon bureau le matin, c'est la secrétaire générale qui doit envoyer quelqu'un avec la clé pour m'ouvrir. Donc des petites choses infamantes. Et un jour, on a devant un banquier très sympathique, ami de Chirac, qui était probablement là comme arbitre, une réunion à trois. Et Stéphane Martin me dit je ne veux plus de vous comme directeur, je ne vous aime pas. Alors je lui dis écoutez, on n'est pas obligé de s'aimer pour travailler. Devant témoin. À ce moment-là, cabinet de Jospin, il m'envoie une conne, maître de conf à la Sorbonne, en histoire de l'art, élève de Dagrène qui écrit dans Le Monde tout le temps sur l'art. Et ils me disent il faut que tu partes. Il faut que tu partes.
Donc je vois Jospin, je vois Védrine, qui était ministre, que j'aimais bien, quoi. Il me dit, je peux rien faire, vieux, c'est les histoires de Chirac, ça, je peux pas, alors, laissons-le. Les socialistes ont promis à Chirac son os, son beau musée. Et puis je vois, comment s'appelle le ministre qui a créé les fêtes de la musique. Lang, Jacques Lang. Alors lui, c'est le traître parfait. Là. Le cabinet de Lang dit, il faut aider Godelier, quand même, putain, il fait le boulot, là. Il était ministre de la Culture, lui, à l'époque. Hein. Et donc, Chirac, il était aussi de même promotion, plus ou moins, que Chirac à l'École nationale. Je ne sais plus, à l'ENA, quoi. Bref. Donc, Chirac, Lang est là devant moi, je lui explique le truc, c'est de la merde, quoi. La société disparaisse, ma vision est la meilleure quand même. Et tout le cabinet était là, il faut aider Godelier. Je dis, je peux pas. Donc j'ai été lâché complètement. Pour de bonnes raisons quand même, parce qu'ils ont poursuivi leur modèle sans moi. Donc au bout de quelques années de toute cette phase de promotion, comment on dit, la phase préalable, enfin je sais pas comment. Donc j'ai été viré. Donc j'ai été viré 2 fois dans ma vie par la droite. Comme directeur du CNRS pendant 6 ans, je gênais, paf, viré. Et ensuite, pendant 4 ans ou 5 ans, je travaille. Et je suis viré par la droite à nouveau. Putain, j'ai pas de chance, moi. Ou j'ai beaucoup de chance, d'un certain point de vue. Ce sont des médailles, presque. Et donc, le jour de l'inauguration, c'était fait sans moi, c'était la construction et la mise en vitrine, c'est pas moi qui l'ai fait, puisque j'avais été viré. Donc la phase finale de l'accouchement, de l'objet, j'étais viré avant. Mais bon, l'inauguration, Chirac, le ministre et tout, bordel. Mais je suis invité. Et Chirac, on passe vraiment ensemble. Il dit, alors Godelier, qu'est-ce que vous en pensez vraiment, quoi? Moi, je dis, écoutez, c'est un très beau musée du XXe siècle, malheureusement. Bon, ben, pourquoi vous dites ça? Ben, c'est une formule ancienne. Présenter les objets sans les sujets, c'est quand même embêtant. Puis vous avez visité, comme moi, on a visité maintenant ensemble. Vous avez vu la pauvreté sur l'Asie? C'est des jupes tailles, c'est quelques objets. L'Asie, mais c'est les grandes religions, la source des grandes religions, le bouddhisme, l'hindouisme. Et tout ça se trouve au musée Guimet. Il y avait le directeur du musée Guimet, un connard. Il m'emmène, il dit, Godelier dit qu'il faut prendre des statues chez vous. Mais monsieur le Président, je ne peux pas. Donc moi je lui dis, mais monsieur le directeur, vous êtes un fonctionnaire comme moi. Le musée ne vous appartient pas, il appartient à la nation. Si on prend quelques statues de Bouddha chez vous pour les mettre à côté des jupes tailles, on enrichit sans appauvrir. Ah, c'est pas possible, Godelier, c'est pas possible. Donc j'avais une très bonne réputation, très très bonne. Mais je me suis pas brouillé avec Chirac parce qu'il avait véritablement un goût passionné pour l'Inde, pour l'art et tout ça. Il pouvait s'arrêter devant un masque pendant un quart d'heure, demander tous les renseignements. Il a laissé faire les Chiraciens autour de lui, quoi. Et puis finalement, il ne pouvait pas
remplacer le directeur qu'il avait nommé, le président, par moi, Godelier, pour être président du musée. Donc tout était coincé, quoi. Donc j'ai accepté mon sort et je suis retourné une fois de plus comme simple soldat, simple chercheur à l'école des hautes études, enfin comme directeur. Et j'ai recommencé mes travaux, quoi. C'est tout. Mais c'était mieux. Je reconnais que d'avoir administré le CNRS et d'avoir fait la programmation d'un musée national, ça m'a beaucoup enrichi, quoi. Par ailleurs, comme beaucoup d'objets n'avaient jamais été inventoriés, et là, on a commencé. Je voyais des chefs-d'œuvre, je voyais. On sortait d'une boîte un masque qui était d'une beauté incroyable. Pour moi, ça m'a fait tellement plaisir de voir tout ça. Et donc, on a mis les plus belles pièces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On en a 300 000 maintenant, en ayant pris les 40 000 de... Et le musée des arts et traditions populaires, le musée d'Afrique et d'Océanie est devenu musée de l'immigration. Et le directeur du musée, c'est Pape Diaye, qui devient maintenant ministre de Macron, qui était membre, donc jeune maître de conf chez nous. Donc, j'ai voté pour Piketty, j'ai voté pour Pape Diaye et tout. Parce que c'était des jeunes, quoi. Même si je ne m'entends plus avec Piketty maintenant. Et donc c'était mieux, on s'est retrouvé avec ce musée et immédiatement les prix ont flambé complètement. Et donc, par exemple, quand j'allais comme prof, ensuite j'ai créé un enseignement d'anthropologie à l'École nationale des beaux-arts, quand même, non? Pendant 20 ans, donc, avec Monique Jeudy-Baligny, Vigarello, tout le monde est venu, Le Goff, le top, hein. Donc, ils ont été gâtés, là, les mecs. Maintenant, c'est presque dissous, c'est lamentable. Et, et les jeunes étaient contents. Hein. Écoute, je demandais à chaque jeune qui venait à ce cours, 40, 50, de faire une enquête d'anthropologie et de me donner un petit document avec photos, dessins, peintures et tout. Des gens qui étaient d'une inventivité beaucoup plus libre qu'un étudiant de Sorbonne et tout ça, parce que les artistes, ils font des conneries, quoi, ils ouvrent des trucs. Il y a une fille qui m'a fait un petit diplôme de 20 pages, pas plus. Dans les restaurants homosexuels féminins des lesbiennes. Alors évidemment, elle était une jolie fille, dès qu'elle est arrivée là, elle était draguée, donc il fallait qu'elle... Mais elle a remonté la chaîne, elle a découvert que derrière, il y avait une lesbienne qui possédait tous les restaurants. Donc c'est un peu... Donc là, on n'a pas publié le truc, là. Alors, beaucoup de choses. Je me suis dit, les étudiants étaient très... Écoute bien ce que je vais vous dire. Un jour, il y a une superbe fille qui m'apporte son diplôme. Superbe photographe. Et elle me l'est devant moi. J'ouvre sa vulve, photo de sa vulve, très belle vulve et tout. Putain, ensuite, tourné, collé contre le mur avec un cul superbe et tout. Donc, j'ai mis 14, quoi. 14 pour la beauté de ça. Je lui dis, ta chatte est très belle, ton cul est superbe, voilà, 14. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Alors, des trucs formidables quand même. Donc on fait pas l'université quand même. Hein. Et d'ailleurs, mon cours, comme tu le connais, quand j'étais à l'université, à l'école des études, c'était un bordel épouvantable parce que n'importe qui soit architecte, psychanalyste, je demande à personne qui il est.
Je me demande surtout de ne pas fumer, parce qu'ils fumaient comme des... Jusqu'au moment de l'interdiction, c'était un peu gênant quand même. Moi-même, je le fumais, donc. Et après, c'était mieux, quoi. Mais vraiment, les types étaient assis par terre et tout. Donc, pas de problème. Mais c'était l'atmosphère intéressante, quand même. Donc, c'était mieux le musée du Quai Branly. Maintenant, il paraît que ça va mieux, parce que c'est un anthropologue qui dirige maintenant. C'est un de mes amis proches, enfin. C'est Casarero. Casarero, il est franco-néo-calédonien, non? Il était directeur du musée de Cibaou, quand j'ai été là-bas. Et donc, après le départ de Stéphane Martin, comment Macron, je ne sais pas, comment ils ont trouvé Casarero, je ne sais pas, mais tant mieux, quoi. Hein, tant mieux, quoi, c'est fabuleux, quoi. Et donc maintenant, c'est vraiment un anthropologue qui dirige et qui est bon, quoi. Les dernières expositions, par exemple, l'exposition sur le Cameroun, elle est très attaquée. Et j'ai là le catalogue, je vous le ferai voir. C'est les Camerounais avec les Français qui ont fait sur les groupes ethniques et les arts du Cameroun un catalogue qu'ils ont choisi eux-mêmes, ils ont expliqué les objets, les rituels, une centaine de chefferies qui subsistent sous une pseudo-démocratie africaine, passons là-dessus. Donc, elle est attaquée, y compris par mes copains qui disent c'est dégueulasse, ils se sont transformés en blancs, ils parlent blanc parce qu'ils parlent rituel et tout. Ok, mais comme c'était fait par les Camerounais avec les Européens, c'est leur problème. Si tu leur dictes la bonne façon de se présenter comme Camerounais, moi, quand même, il faut arrêter, quoi. Arrêtons, quoi. Arrêtons. Après, il y a eu évidemment le transfert, parce que Macron va transférer, et a commencé à transférer des œuvres. Hein. Quand même, tous les grandes statues que j'avais vues du Bénin, ils sont repartis. Le trône du roi, et tout, ça repart. Ça ne me gêne pas. On peut faire des copies parfaites. Tu gardes toute l'information. Tu fais un faux, c'est tout. Tu fais un faux. Tu le dis, c'est un faux, c'est une représentation de. Voici la photo du réel, voici la copie, c'est pareil. Et tu rends aux gens. Bon, attention, hein, quand j'étais directeur du musée, j'ai assisté à un grand scandale quand même, comme directeur de musée. On achète un NOC. Un NOC, c'est en Afrique. C'est des statues d'argile d'une société qui a disparu vers le XIIIe, XIVe siècle. Et dans toute cette région, Gabon, tout ça, on a trouvé cette civilisation. Les NOC, c'est superbe. Je connais malheureusement un ambassadeur de France, qui en a quelques-uns, parce que quand tu es dans un pays africain, ils viennent t'apporter les pièces du matin au soir, les masques, tu peux en acheter tout le temps. Hein. Et donc, on achète un NOC à Bruxelles, chez les grands antiquaires de Bruxelles, avec toutes les garanties, puisque c'était interdit de sortir du pays, ça prouve qu'il était sorti il y a bien longtemps. Hein. Bien longtemps, c'était de la merde. Tout était falsifié, quoi, par des antiquaires. Alors, Stéphane Martin va voir le président du Nigeria, le grand ami de Chirac, puisque tous les hommes d'État sont des amis des hommes d'État, grand ami, avec une lettre. Et il propose une chose qui était intelligente, un bail amphithéotique. C'est-à-dire, la propriété vous appartient. L'usage pour nous pendant 50 ans. Et après, ça vous rend refus. Bon. Chirac envoie une lettre, mon cher président, rien.
le ministre de la Culture du Nigeria arrive avec 2 épouses, polygamie. On le place dans un hôtel superbe à Paris pour négocier. Donc tant mieux, il vit bien à Paris, il aime bien, les repas sont bons, les restaurants sont first class. Refus. Et on découvre que c'était le ministre de la Culture qui faisait sortir les pièces vers Bruxelles. Ça te donne l'idée aussi du problème de la récupération quand les autres ils aboient pour voler l'Afrique. Oui, mais c'est les Africains qui revendent les pièces, qui détournent leur patrimoine au profit des Occidentaux. Pendant Daesh, pendant Al-Qaïda, des milliers d'objets mésopotamiens sont partis aux États-Unis. Quand Kabila a pris le pouvoir, le meilleur musée d'Afrique, c'était là, au Congo belge. Et évidemment, ils ont pris 30 000 pièces, pas n'importe lesquelles. Ils avaient l'inventaire déjà. Les types qui ont fait ça, c'est complicité internationale, il ne faut pas faire. Donc je te dis, le mec a été en prison, c'était lui. Mais en plus, quand tu fais un musée, comme j'avais proposé au Mali, il faut toutes les conditions d'atmosphère, d'humidité, de protection, de sécurité pour le vol et tout. Pas seulement les fiches et les banques de données. Il faut que l'objet soit continué. Il ait une vie, grâce à nous, une vie pour l'éternité, si on peut dire. S'il a des termites, il faut le déterminer, il faut absolument le soigner, quoi, l'objet. Donc, si les mecs, tu leur rends un objet qui n'a pas de musée, qui a quelques cases marquées musée du Congo, c'est faux, parce qu'ils vont détruire leur propre... Tu me dis, ils sont libres de détruire leurs objets, c'est sûr. Ils sont libres de les traiter comme des objets sans précaution. Ils sont libres aussi de les revendre, c'est sûr. Mais de quel droit les Blancs s'arrogent l'obligation de sauver le patrimoine mondial? Parce qu'on est les plus cultivés, quoi, parce qu'on est les plus... C'est nous, les Occidentaux, qui avons fait les premiers musées où il y a des masques nègres, comme on dit. Hein. C'est Picasso qui fait les Demoiselles d'Avignon, après avoir été au musée et acheté en galerie 4 masques qui ressemblent, et les Demoiselles d'Avignon ont un visage en losange comme ça, si tu te souviens. Et donc il ose, lui, découvrir les arts sauvages, comme on disait, les arts de primitifs. Et donc il les fait rentrer dans les collections européennes. Là-dessus, c'est des Européens qui donnent une leçon à l'Europe. C'est pas seulement la peinture de... Mais déjà, on avait eu des rebelles, le Van Gogh, tout ça, qui avaient brisé le classicisme de la peinture. Et après Picasso, et puis après tu as les sculptures, tu as Mondrian et tout. Donc il y a une telle rupture qui est faite dans l'art, elle est faite en Occident. Et donc l'Occident ouvre une voie aux Africains. Bon, alors après, on a toutes les conséquences du colonialisme, hein, ça c'est sûr. Parce que quand j'avais demandé que les fiches comportent la mention « volé » ou « acheté », c'était pas content. Alors, j'ai eu un magnifique exemple. Je vois les Biches-Gogo, c'est pas loin de chez toi d'abord. Bon.
je regarde, dont de la famille X, capitaine, etc. C'était fin 19e siècle. Donc je cherche. Et je cherche et je vois que le type, c'était au moment où, dans les îles, les siennes ou dans la Guinée portugaise et tout, les bateaux européens venaient s'approvisionner en eau ou en viande. Alors, pourquoi ce masque? Pourquoi ces masques? Parce que, comme plusieurs bateaux étaient venus, avaient pris la viande et l'eau sans rien payer aux Africains, la fois suivante, ils se sont payés un petit bateau européen quand même, non? Le ministre de la Marine française ordonne la répression. Arrive donc bateau de guerre. Et bon, le type, il brûle, voit tout ça. Mais il rentre dans une case et il voit des objets très intéressants pour lui et il les prend. Et sa famille, une génération ou deux, les a donnés au musée. Donc j'ai tout le circuit. J'ai bœuf, viande de bœuf et eau qui manque, un peu de résistance des Africains, punition de la résistance, et puis un mec qui prend dans une case de chef des objets, quoi, qu'il trouve intéressants. Donc tu vois l'histoire d'un objet. Mais à travers l'objet, tu as le colonialisme, tu as, etc., la résistance africaine et tout. Donc c'est pour ça qu'il fallait des fiches complètes et pas des petites indications. Alors quand tu as une femme, une sculpture de femme africaine avec un bébé, en dessous c'est marqué maternité. Tu le vois bien sûr que c'est une femme avec un bébé, putain, maternité africaine, enfin c'est des banalités honteuses. Mais quand j'avais proposé aussi de faire une banque de données mondiale, alors là, putain. Je dis voilà, moi j'ai vécu au Mali, nous avons beaucoup d'objets Bambara, etc., etc. Mais au Dalai Museum, ils ont des objets Bambara, etc. Ouais, Washington, ils ont des... Je demande de faire une plateforme commune et de donner la copie pour nous les Européens, bien sûr, de donner la copie de la plateforme au Bambara. Donc ils auront leur présence mondiale chez eux et pourront revendiquer certains objets sacrés et tout. Bon. C'est mauvais d'avoir des idées, tu sais, dans certains milieux, c'est très mauvais. Et donc je décide avec Robert Amaillon et Doucet de faire un modèle pour l'Europe. C'est là que pour Bruxelles, pour qu'ils aient une politique de patrimonialisation des trésors mondiaux, quoi, ou je sais pas quoi. Voilà. Et donc, avec Robert, on choisit les évêques. Donc, spécialiste, Alexandra Lavrier, spécialiste, parlant russe, parlant évêque. Et donc, on décide de tout traduire en chinois. Je décide de traduire en anglais et en chinois. Donc, on a français, anglais, chinois, évêque et russe, puisque ça va être dans la Fédération de Russie. Hein. Mais les Chinois sont à côté. Hein. Donc on construit, on introduit comme il faut le faire maintenant la multimédia. Donc tu as les photos, tu as une scène de rituel, tu as, etc. Donc c'est une magnifique base de données qu'on construit comme ça pour Bruxelles. Et je pense que Robert, elle a été... Bon. Et en plus, Alexandra Lavrier prend notre base lorsqu'elle a été finie, l'informatique ayant été faite par Doucet, elle prend cette base et elle va chez les évêques
dans les écoles, leur présenter leur culture sous forme de films et de collections en russe et en évinque. C'est là que tu vois, c'est ça qu'il faudrait faire.